Amis, en fait, c'est pas fini la petite lecture, la petite écoute de Hegel à Feuerbach par Albatros sur littérature audio. En fait, ça a stimulé beaucoup de choses, cette écoute, la vidéo précédente, en fait. Et celle-ci va suivre, donc. Et voilà, dans la vidéo précédente, j'essaie de dire que, bon, vous savez que la théorie que je défends essaye de démontrer que l'humanité évolue vers son ultime perfection, l'extase. Mais l'humanité dans son ensemble, le phénomène humain atteindra l'extase. Alors pourquoi? Voilà, ça c'est secondaire à la limite, mais c'est le chemin que je, j'ai analysé par rapport à l'évolution, tout ce que nous faisons évoluer nous conduit à cette alternative, c'est-à-dire une humanité qui a atteint la plénitude de l'état d'extase, c'est-à-dire un état d'amour absolu, un état de présence dans l'immédiat absolu, le vide de l'esprit et donc la sérénité, la sagesse, l'éveil, le nirvana, peu importe comment on appelle cet état-là, le samadhi, la bhakti, etc. Chaque religion connaît ce genre d'état de conscience modifié qui est vraiment un état particulier. Pour l'avoir vécu pendant une semaine de façon accidentelle, j'en ai compris toute l'importance dans l'humanité, en fait. Au tout départ, ma théorie s'appelait l'évolution de l'humanité vers l'amour absolu. Et en fait, ça s'est devenu l'extase parce que, après avoir expérimenté cet état, j'ai compris que l'amour absolu, c'était une idée que je me faisais, mais je savais pas ce que c'était derrière. J'avais bien compris que c'était vers l'amour absolu qu'on allait, mais pourquoi, qu'est-ce que c'était, j'arrivais pas à le décrire. L'extase, c'est un état d'amour absolu. Voilà. C'est un état de joie absolue, un état dont parle par exemple Spinoza. C'est l'état dont parle Platon dans le banquet, la dernière partie dont parle Diotime, etc. Donc cet état d'extase n'est pas compris par la société encore. Et c'est ce qui a empêché en fait les philosophes qui se sont intéressés à l'évolution de l'humanité, qui ont compris que l'humanité allait vers un point, vers un état de perfection, mais qu'ils n'arrivaient pas à définir, parce que le temps, à l'époque où ils ont imaginé ça, je pense à Hegel, je pense à Marx, je pense à Engels là, dans cette partie-là, je pense à, euh, à Fourier, etc., etc., à Auguste Comte, à, et à de nombreux philosophes, surtout au XIXe siècle, qui étaient dans cette chose-là, qui étaient intéressés par l'évolution de l'humanité, que cette idée d'évolution de l'humanité intriguait et, disons, accaparait leur philosophie. Et ils étaient nombreux, mais extrêmement nombreux à réfléchir. Là, en écoutant donc cette petite partie de Hegel à Feuerbach, quand je me suis intéressé à Feuerbach, j'ai lu un petit peu quelques petits trucs là-dessus, j'ai vu autour de tous ces philosophes, les jeunes hegéliens, les deux voies qui découlaient de Hegel, en fait, eh ben, ça a donné des sacrées ramifications. Et on peut dire que Nietzsche découle de ça, etc. Et bon, voilà. Et ce qui leur manquait en réalité, c'était l'idée de l'extase. Parce que l'extase, le fait d'aller vers l'extase résout le problème du pourquoi l'humanité va vers cet état-là.
Pourquoi on se trompe quand on s'arrête avant, si on pense que c'est simplement l'accession à la démocratie ou l'accession à la fin du combat entre prolétariat et capital ou des choses comme ça. Euh, Tant qu'on s'arrête avant, eh bien, la, le- la fin de l'histoire ne peut pas, ça fonctionne pas parce que c'est toujours dépassé. Quand je ne sais pas si c'est Kant ou Hegel qui dit, bon, il voit passer Napoléon et pour lui c'est la fin de l'histoire. Voilà, il amène l'apothéose et tout et on voit bien que derrière ça recommence, ça continue, le monde n'est pas achevé parce qu'il faut aller au fond de cet achèvement. Et le fond, c'est l'extase. C'est la finalité de cette chose-là. On ne peut comprendre vraiment, prendre la mesure de, de ce que c'est que la vérité. On ne peut accéder à la vérité ultime qu'en étendant le temps jusqu'à sa finalité de, de l'évolution humaine. Et dans cet état, dans l'état d'extase, on accède à la vérité seulement, elle n'est plus intellectuelle. Ça n'est plus une vérité écrite. On peut évidemment l'écrire, on peut en faire la démonstration, mais la vérité, c'est quelque chose qui est incarné, c'est-à-dire que l'extase, dans l'état d'extase, on est au contact de la vérité absolue. On, Ce qu'on ressent, c'est la vérité absolue et l'harmonie dans laquelle nous sommes dans l'état d'extase avec l'ensemble de la création, c'est ça la vérité. C'est la sensation qu'on ressent qui nous met en lien direct avec la vérité. Et donc la vérité, c'est ce qui, à l'origine de cet univers, a fait que dans cet univers, que dans cet univers, on peut accéder à l'extase, c'est-à-dire à l'incarnation de l'origine de cet univers, de ce qui a mis en œuvre, en somme, cet univers et qui compose cet univers. Donc, c'est ce lien qui permet d'accéder à la vérité. Tout le reste, ce sont des vérités, évidemment, mais ce sont des vérités partielles, des vérités ponctuelles, des vérités qui sont destinées à être dépassées. Toutes les vérités sont destinées à être dépassées, les vérités ordinaires. Seule la vérité absolue, qui est l'état d'extase dans le silence et la contemplation de cet état-là, qui permet cette vérité. Et ça, c'est ce que j'ai écrit sur la mécanique universelle depuis 25 ans, il y a très longtemps. Mais en fait, là, je viens de comprendre cette chose-là. Et il y a plusieurs choses qui m'ont amené sur cette piste-là dans les jours qui viennent de passer là. Des choses que j'ai lues et qui me permettent de comprendre de le comprendre de façon beaucoup plus claire en somme. Alors, on va écouter cette fin de Hegel à Feuerbach par Engels. On y va. Et il y a quelque chose à la fin. Hegel laissait, nous l'avons vu, une place considérable pour les conceptions pratiques de parti les plus différentes. Et, pratiquement, dans l'Allemagne théorique de l'époque, il y avait avant tout deux choses, la religion et la politique. Ce qui donnait la plus grande partie au système de Hegel pouvait être relativement conservateur dans ces deux domaines. Ce qui, par contre, considérait la méthode dialectique comme l'essentiel, pouvait, tant au point de vue religieux qu'au point de vue politique, appartenir à l'opposition la plus extrême. Voilà, c'était ça qui était Hegel intéressant. Lui-même parut, malgré les éclats de colère révolutionnaire assez fréquents dans son œuvre, pencher somme toute davantage
du côté conservateur. Voilà, oui, bien sûr. Après, ça, c'était son point de vue, pas que lui suggérait l'actualité, en somme. Mais dans sa théorie, Hegel, les deux côtés étaient, le plus et le moins étaient fondamentaux. Le conservateur et le progressiste étaient deux branches du même travail de l'humanité. Pour lui, c'était évident, cette chose-là. Simplement, il était, comme tout être humain, comme moi, j'agis de la même manière. Quand je suis révolté, je vais être injuste, je vais dire, voilà, ce gouvernement, c'est un gouvernement nul, il s'occupe pas de, etc. Mais si je regardais de façon philosophique, je verrais le côté positif, le côté négatif des deux choses. Et quand je suis bien reposé, que je suis calme, que je ne suis pas dans un moment de combat, je vois le côté positif de toutes les choses. Et Hegel, ça devait être la même chose, évidemment. Son système ne lui avait-il pas coûté plus de, ouvrez les guillemets, travail ardu de la pensée, fermez les guillemets, que sa méthode? Vers la fin de la décade 1830-1840, la scission dans l'école hegelienne se manifesta de plus en plus nettement. L'aile gauche, ce que l'on a appelé les jeunes hegeliens, entre guillemets, abandonnèrent peu à peu, dans la lutte contre les orthodoxes piétistes et les réactionnaires féodaux, morceau par morceau, cette réserve philosophique distinguée à l'égard des questions de l'actualité quotidienne brûlante qui avait assuré jusque-là la tolérance et même la bienveillance de l'État. Voilà. Alors ça veut dire que Hegel était, voilà, il était conservateur pour pas avoir de problème non plus, parce qu'il voulait finir son œuvre très certainement, etc. Et il a donné naissance à deux branches, dont une branche, les jeunes hegeliens, qui étaient vraiment, qui allaient se mettre à combattre l'État, la religion, etc. C'est les deux choses qui oppressaient en fait le peuple à ce moment-là, et c'était important de le faire, évidemment. Donc ils avaient la jeunesse révoltée, et si à 20 ans tu n'es pas révolté contre l'injustice, il y a un problème, quoi. Et Hegel, là, déjà avait fait son parcours, et puis il était dans ce sens, il pensait que ça devait se faire en douceur, les choses, très certainement. De toute manière, on peut vraiment expliquer son point de vue. Leur doctrine. Il était juste son point de vue. Lorsqu'en 1840, la bigoterie orthodoxe et la réaction féodale absolutiste montèrent sur le trône avec Frédéric Guillaume IV, l'on ne put éviter de prendre ouvertement parti. On continua encore à mener la lutte à l'aide d'armes philosophiques, mais non plus cette fois pour des buts philosophiques abstraits. Il s'agissait carrément de la destruction de la religion traditionnelle et de l'État existant. Et là, on peut voir la filiation de Nietzsche, sur lequel j'ai travaillé sur le Zarathustra, les dernières vidéos. Là, on comprend pourquoi que Nietzsche découle de cette contestation. Et cette contestation était normale, particulièrement normale à cette époque-là, à toutes les époques. Aujourd'hui, on doit contester l'ultralibéralisme tel qu'il se pose, etc. Et la religion, c'est fini, on n'a plus de problème réel avec ça, mais enfin, voilà. Si, dans les annales allemandes, les buts finaux pratiques apparaissaient encore revêtus en grande partie d'un manteau philosophique, l'école jeune hegelienne se révéla nettement, dans la Gazette rhénane de 1842, comme la philosophie de la bourgeoisie radicale montante. Et elle n'avait plus besoin du manteau philosophique que pour tromper la censure. Voilà, alors ça c'était l'époque justement de pouvoir tromper la censure, mais
les comiques, un Coluche, voilà, il prend un système pour pas attaquer les princes directement, et on voit bien qu'il y a toujours du danger avec les princes. Aujourd'hui, c'est la même chose. Ils tolèrent jusqu'à un certain point, et si on bouscule leur système, ils n'hésitent pas. Voilà, s'ils se sentent en danger, c'est des criminels en puissance, il n'y a aucun problème, hein. Voilà, quand ils se sentent en danger, ils crèvent les yeux des manifestants, ils coupent les mains, ils font. Voilà, ils sont même ceux qui se disent le plus démocrate, le plus proche du peuple, le plus bienveillant, etc. Ils font exactement la même chose quand quand ils ont peur de perdre leur toute puissance. Ben, ce sont des criminels potentiels, quoi qu'il arrive. Et d'ailleurs, voilà, les guerres qu'ils engendrent, c'est parce que ce sont des criminels en série, hein, voilà, des criminels de masse. Mais comme la politique était à cette époque un domaine très épineux, la lutte principale fut menée contre la religion. N'était-ce pas d'ailleurs, et notamment depuis 1840, indirectement aussi, une lutte politique? Bien sûr. La première Les deux. Et impulsion avait d'ailleurs, été donnée. on l'a bien vu avec la révolution de la commune. L'Église s'est rangée directement du côté de l'État. Par Strauss dans La vie de Jésus, 1835 entre parenthèses. Plus tard, Bruno Bauer s'opposa à la théorie qui était développée sur la formation des mythes évangéliques en démontrant qu'un grand nombre de récits évangéliques ont été fabriqués par leurs auteurs eux-mêmes. Voilà, la donc, lutte entre ces deux courants fut menée sous le manteau philosophique d'un conflit entre la conscience, entre guillemets, et la substance, entre guillemets. De toute façon, l'État comme l'Église, ils avaient face à eux la science. La science a renversé le religieux. Voilà, c'était une lutte tant que le religieux avait le pouvoir. Vraiment, il arrivait à neutraliser le scientifique, Galilée et compagnie. Et puis, à un certain moment, ça s'est inversé et le scientifique, il a pris le pouvoir comme le nouveau dos argenté, et voilà. Et en tout cas, cette lutte, elle était menée pendant un siècle tout entier, quasiment, pour vaincre. Et là, actuellement, c'est la même chose. Il y a une lutte contre le capitalisme, sauf qu'on s'en rend pas compte. On le voit pas, mais on est là contre le gaspillage, pour une nouvelle façon de vivre, plus écologique, etc. Et donc, on est en lutte contre les dominants anciens, là, les dominants, les Américains, les Occidentaux, etc., les Chinois. On est contre ces. Il y a quelque chose qui est en train de lutter contre ça. Et là, c'est en dessous. Ça passe par des canaux, voilà, par les réseaux sociaux, par des ouvertures de conscience, par des niveaux de conscience qui sont atteints doucement et qui permettent d'évoluer comme ça. La question de savoir si les histoires miraculeuses de l'Évangile étaient nées au sein de la communauté au moyen de la formation de mythes traditionnels et inconscientes, ou si elles avaient été fabriquées par les évangélistes eux-mêmes, se transforma en la question de savoir si c'était la substance, entre guillemets, ou la conscience, entre guillemets, qui constituait la principale force motrice de l'histoire du monde. Et finalement... La substance ou la conscience qui était le moteur. C'était la question qui arrivait. Et en fait, à mon sens, c'est les deux, bien sûr. C'est la conscience quand elle atteint le niveau, la conscience extatique, et la substance qui, dans la conscience extatique, fait que le corps est en jubilation absolue, en harmonie avec le tout.
Donc il y a les deux. Mais là, voilà, c'était un moment Vint Stirner, où le le prophète de Stirner, l'anarchisme actuel, Bakounine lui doit beaucoup, qui dépassa la conscience entre guillemets souveraine à l'aide de son unique entre guillemets souverain. alors, son unique souverain, on va savoir ce que c'est. En tout cas, je voulais relever la lecture extraordinaire de cette personne qui signe Albatros et qui a une façon de lire, mais qui est géniale. Pour lire ce genre de choses, eh bien, il faut vraiment euh, justement ce calme, cette zénitude, cette tranquillité, ce rythme. C'est extraordinaire. Merci à elle et à littératureaudio.com. Nous n'insisterons pas sur cet aspect du processus de décomposition de l'école hegelienne. Ce qui nous importe davantage, c'est ceci. La masse des jeunes hegeliens les plus résolus fut ramenée par les nécessités pratiques de leur lutte contre la religion positive au matérialisme anglo-français. Et ici, D'accord. ils entrèrent en conflit avec leur système d'école. Tandis que le matérialisme considère la nature comme la seule réalité, elle n'est dans le système de Hegel que l'extériorisation, entre guillemets, de l'idée absolue, pour ainsi dire, une dégradation de l'idée. Donc oui, c'est-à-dire que tout est dans l'idée, mais en réalité, la science nous amène à ça. La nature, si les atomes arrêtent leur énergie, si les électrons s'arrêtent de tourner autour des, de, euh, du noyau, eh bien, il n'y a plus de matière, il n'existe plus rien, quoi. Où c'est une tête d'épingle. Donc, la nature, il y a quelque chose par-delà qui est de l'ordre de l'esprit. L'esprit est quand même au-dessus de cette chose, de la nature telle qu'on la voit dans ce sens. La nature, c'est le divin, c'est clair, mais un aspect du divin. La façon dont les atomes et dont la matière est organisée pour être solide, c'est un des aspects du divin. Il y a l'aspect, le vide qui est véritablement à l'origine de tout ça, c'est le divin, le divin absolu, on pourrait dire. Bon, je complique un peu les choses. La pensée est son produit intellectuel. L'idée est ici l'élément primordial dont est issue la nature, laquelle n'existe d'une façon générale que par suite de la dégradation de l'idée. Alors, ça sera peut-être, c'est pas la dégradation, c'est peut-être un terme qui ne convient pas. C'est le désir d'incarner, le désir de cette chose qui forme la nature, donc le divin, de s'incarner dans son absolu. Et ça, c'est l'extase, c'est l'extatique. Donc, c'est pas une dégradation, c'est une obligation qu'il y ait, qu'il ait construit quelque chose, même si ça a l'air illusoire, cette matière, même si c'est une illusion, il fallait qu'elle soit là que la nature soit là pour que le vivant puisse apparaître et puisse s'exalter dans un état d'amour absolu qui est l'extase. Bien que mal dans cette contradiction. C'est alors que parut l'essence du christianisme de Feuerbach. D'un seul coup, il réduisit en poussière la contradiction, en replaçant carrément de nouveau le matérialisme sur le trône. La nature existe indépendamment de toute philosophie. Elle est la base sur laquelle nous autres hommes, nous-mêmes produits de la nature, avons grandi.
Oui, et bien sûr, et en dehors de toute philosophie, c'est-à-dire que cette nature, pour y être en harmonie absolue, pour la comprendre, pour en comprendre la vérité, il faut être en état d'extase, c'est-à-dire la cessation de la réflexion, la cessation de la philosophie, entre autres, mais la cessation de toute réflexion, le, la- le- l'accueil de tout ce qui vient, c'est-à-dire la contemplation. L'état de contemplation, c'est un état d'accueil absolu de tout ce qui est, de tout ce qui arrive, et de la nature et du reste. En dehors de la nature et des hommes, il n'y a rien. Et les êtres supérieurs créés par notre imagination religieuse ne sont que le reflet fantastique de notre être propre. L'enchantement était rompu. Le système, entre guillemets, était brisé et jeté au rencard. La contradiction, n'existant que dans l'imagination, résolue. Il faut avoir éprouvé soi-même l'action libératrice de ce livre pour s'en faire une idée. L'enthousiasme fut général. Nous fûmes tous, momentanément, des feuerbariens, entre guillemets. Voilà, quand apparaît On cette peut chose, voir, ça a en brisé lisant la Sainte Famille, avec quel enthousiasme Marx salua la nouvelle façon de voir, et à quel point, malgré toutes ses réserves critiques, il fut influencé par elle. D'accord, ça c'est super Même les important. défauts du livre contribuèrent à son succès du moment. Le style littéraire, et même par endroits ampoulé dans lequel il était écrit, De Feuerbach. Donc, même son style, il était. lui assura un grand public, étant malgré tout quelque chose de vivifiant après les longues années d'hégélianisme abstrait et abstru. On peut en dire autant Feuerbach, ça de la c'est. divination exubérante de l'amour, qui trouvait son excuse, sinon sa justification, face à la souveraineté de la raison pure, entre guillemets, devenue insupportable. Donc, pour Feuerbach, c'est l'amour qui était l'apothéose en somme. Et c'est là où c'est super intéressant. Sauf que il- derrière l'amour, c'est l'extase. C'est le plus haut sommet de l'amour. C'est plus que de l'amour. En somme, c'est plus que l'amour religieux. L'amour, c'est quelque chose qui est au-delà de cet amour. C'est l'amour absolu, l'extase. Et donc, évidemment, ça venait en contradiction avec le matérialisme de Kant et même d'une certaine façon de Hegel. Et donc, il donnait une clé sur la finalité. La finalité, elle n'était pas matérialiste. Et c'est là où Hegel, il doit être du côté de Marx, c'est-à-dire du côté d'une finalité matérialiste, c'est-à-dire la cessation du conflit entre capital et la main-d'œuvre, quoi. La fin de cette contradiction. Mais c'est quelque chose de matériel encore. Ça se projette pas assez loin. C'est une réalité. On atteindra ça. On atteindra la fin de la guerre entre le capitaliste et le prolétaire. On y arrivera. C'est évident. Mais c'est au-delà que ça se passe. Ça sera encore dépassé. Ça sera bien plus loin que ça. Mais nous ne devons pas l'oublier. C'est précisément à ces deux faiblesses de Feuerbach que s'attacha le vrai socialisme, entre guillemets, qui, à partir de 1844, s'étant répandu comme une épidémie sur l'Allemagne cultivée, entre guillemets, remplaça la connaissance scientifique par la phrase littéraire, l'émancipation du prolétariat au moyen de la transformation économique de la production, par la libération de l'humanité au moyen de l'amour, entre guillemets. Voilà, alors, c'est exactement ça. Donc là, Hegel critique Feuerbach, critique en fait les socialistes qui, pour eux,
c'était pas la lutte qui était importante, c'était pas le combat entre, c'était l'amour qui devait l'emporter en réalité. Et évidemment, il faut les deux. Il fallait il fallait Engels, Marx, et Engels, Marx, etc. Il fallait, euh, il fallait tous, il fallait eux et il fallait ceux qui pensaient que l'amour était la clé. En somme, les deux étaient nécessaires. Bref, se plongea dans cette littérature et ce pathos Et sentimental voilà. écœurant. Et pour lui, voilà, pour Engels, c'est un pathos sentimental écœurant parce que, et c'est aujourd'hui, on pourrait dire la même chose de la théorie de la mécanique universelle. Oui, l'extase, mais il faut lutter, il faut être dans la lutte, etc. Pour changer les modèles, pour changer la politique, il faut s'engager, c'est le combat qui doit amener à l'égalité, etc. Évidemment, on se retrouve dans la même physionomie, en somme. Dont M. Karl Grün fut le représentant le plus typique. Karl Grün. Il ne faut pas oublier non plus que si l'école hegelienne était dissoute, la philosophie hegelienne n'avait pas encore été dépassée par la critique. Strauss et Bauer en avaient détaché chacun une de ses parties et la retournaient de façon polémique contre l'autre. Feuerbach brisa le système tout entier et le mit tout simplement de côté. Mais on ne vient pas à bout d'une philosophie en se contentant de la déclarer fausse. Et une œuvre aussi puissante que la philosophie de Hegel, qui a exercé une influence aussi considérable sur le développement intellectuel de la nation, on ne pouvait pas s'en débarrasser en l'ignorant purement et simplement. Il fallait la supprimer, entre guillemets, dans son propre sens, c'est-à-dire en détruisant la forme au moyen de la critique, mais en sauvant le nouveau contenu acquis par elle. Nous verrons plus loin comment cela se fit. Mais, en attendant, la révolution de 1848 mit toute la philosophie de côté, avec la même désinvolture dont Feuerbach avait usé envers Hegel. Et par là, Feuerbach lui-même fut également relégué à l'arrière-plan. C'est incroyable ce travail de Hegel. Et voilà, bon ben on est arrivé au bout de ce chapitre-là. Eh ben on voit que on est toujours dans le même combat. Et évidemment, la mécanique universelle recevra les mêmes choses si jamais elle passe dans la réflexion de l'humanité. Ben, il y aura ceux qui diront que elle est à quoi ça sert de s'occuper de la finalité de l'humanité dans 3, 4, 5 siècles, peut-être 10 siècles, alors que c'est maintenant qu'il faut... voilà. Simplement, on ne peut comprendre cette théorie, c'est celle dont parle Hegel, c'est-à-dire le sauvetage de l'humanité par l'amour. Ben, c'est quelque chose qui il faudra que l'humanité prenne conscience que c'est la réalité, donc que c'est la finalité de l'humanité, pour qu'après on puisse lutter clairement, mais il n'y aura même plus de lutte, parce que à ce moment-là, il n'y a plus aucune raison de se battre entre internations, puisque c'est un aboutissement général de l'humanité. Dans sa totalité, ce n'est pas une partie de l'humanité qui atteindra la perfection pendant que les autres regarderont à la porte du garage. Donc, une fois que cette prise de conscience sera faite par l'humanité, il n'y aura plus
d'antagonisme. On aura dépassé l'antagonisme. On travaillera ensemble à l'humanité travaillera en symbiose, et c'est un des chapitres de la mécanique universelle. Nous allons vers la symbiose, vers un modèle symbiotique après le libéralisme, le symbiotisme, etc. Voilà. On va vers alors, sauf que ça prend du temps, évidemment. Tant que l'éveil ne se fait pas, on ne peut pas passer d'un modèle à un autre. Donc, on doit encore se castagner, voilà, se taper des chefs d'État qui veulent passer par-dessus, qui veulent détruire toutes les bases de l'ONU, les bases du système, la démocratie, revenir à des... Bon, voilà, on va être obligé de se castagner les réactionnaires qui ont pris le pouvoir en Occident et qui tracent la ligne. Je pense que l'humanité doit courber les chines quelque temps, et voilà, ce nouveau réactionnaire aura lui aussi les ferments nécessaires à sa propre destruction, les excès qui conduiront à sa propre destruction, comme le nazisme a eu ou le fascisme a eu porté en lui les germes de sa propre destruction. Et là, ça sera la même chose avec les réactionnaires actuels qui vont qui prennent le pouvoir et qui vont le prendre de façon générale, à mon sens. Voilà. On ne voit pas comment la lutte en face peut résister devant l'oligarchie qui détient tous les médias, et une oligarchie de réactionnaires qui détiennent tous les médias. Donc on se retrouve comme à l'époque des maîtres de forge, avec un système qui est en train d'influencer les peuples vers ce radicalisme fascisant, quoi. Voilà. En tout cas, je vous remercie de votre écoute, et puis je vous dis à très bientôt. Merci.